bonjour à tous. Donc là, je vous propose qu'on démarre tranquillement ce live webinar, puisqu'il y a beaucoup déjà de personnes déjà connectées. Et les autres personnes vont pouvoir nous joindre. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la thématique de notre live webinar, c'est concernant le télétravail et je dirais, des conseils de la part de nos experts sur comment préparer efficacement vos négociations et surtout le suivi de la mise en œuvre du télétravail dans l'entreprise. Alors, c'est avec plaisir, donc vous les voyez avec les caméras, qu'aujourd'hui, Mathilde Saint-Oyen et Grégory Bourg vont participer, vont animer ce live webinar. Concernant Mathilde, qui se présentera plus précisément, elle est consultante senior en santé au travail et intervient sur toutes les missions d'expertise CSCT, et Grégory est lui un juriste et formateur qui vraiment accompagne l'ensemble des élus sur toutes les questions plus vraiment légales, sur l'ensemble des questions auxquelles vous êtes confrontés. Alors, ils se présenteront. Ce que je voulais faire, c'était vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, normalement, si vous avez lancé votre application, vous avez une barre sur le côté droit où, pour le moment, le son est coupé parce que comme on est très nombreux, si tout le monde prend le micro un peu de façon aléatoire, on va plus s'entendre. Donc, a priori, sauf s'il nous reste du temps en fin de session, je pourrais vous donner la parole et vous pourrez lever la main s'il y a des questions. Toutefois, ce que vous pouvez faire durant tout le live webinar, vous pouvez poser vos questions. Donc, comme moi, je vais être la modératrice de ce live webinar, soit les questions, effectivement, sont suffisamment générales sur le sujet et je les soumettrai aux intervenants. Si elles sont vraiment très spécifiques et nécessitent plus de questions, dans ce cas-là, on les aura et on sera amené à vous contacter par la suite pour y répondre. Et si on arrive à tenir le temps, on fera certainement une session de questions-réponses en fin de session s'il nous reste du temps. Donc, n'hésitez pas à interagir pendant que les intervenants vous expliqueront toutes les modalités sur le télétravail. Moi, je pourrai interagir avec vous. Alors, on va commencer ce premier live télétravail va commencer par Mathilde, qui va déjà faire une première approche du télétravail, de ce déploiement à grande échelle, sur la partie beaucoup plus conditions de travail, qualité de vie au travail, puisque par l'aide de son expertise. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'interaction. Il va y avoir de l'interaction durant ce live webinar et je vais vous lancer un premier sondage. Il vous suffit de répondre, on verra les réponses un petit peu pour voir qui vous êtes et où vous en êtes en ce moment sur cette question. Donc, je vous lance le premier sondage. Ensuite, je le fais immédiatement. Donc, vous allez pouvoir interagir. Donc, normalement, voilà, vous voyez une première question. Donc, y a-t-il déjà un accord de télétravail en cours dans votre entreprise? Donc, je vous donne quelques instants pour répondre et on verra pour le coup, on verra les réponses à ce moment-là. Donc, je vous laisse répondre. Alors, je ferme le sondage et je vais vous donner, je partage les résultats avec vous. Ah, donc, voilà, normalement, vous voyez que là, on a eu plus de 75% de répondants des participants. Donc Mathilde, on voit qu'ils avaient déjà un accord qui avait été négocié avant la crise sanitaire. 36% d'entre eux n'en avaient pas, mais ont pour projet de le faire au niveau de l'entreprise. Et 21% en avaient un, mais il va être renégocié. Donc, je pense qu'on voit que le sujet de cette négociation du télétravail est vraiment un sujet hyper d'actualité et c'est une vraie question. Donc Mathilde, je vais te laisser prendre la parole et je vais couper mon micro pour l'entendre. Merci Laetitia. Bonjour à tous. Oui, Mathilde Saint-Oyen, Laetitia m'a très bien présentée. Je travaille dans le cabinet ISAST depuis maintenant 6 ans. Et notamment, je travaille sur tout ce qui est projet important et analyse des projets de réorganisation dans les entreprises.
Et c'est vrai que ces derniers temps, notamment depuis la crise sanitaire, on a pas mal de projets de réorganisation qui se mettent en place ou qui voient le jour, notamment du fait des évolutions des pratiques et de l'évolution du télétravail. Pour revenir avant cette crise, pour comprendre où est-ce qu'on en est maintenant et comment est-ce qu'il faut aborder ces projets de réorganisation et surtout ces souhaits de renégocier ou de négocier les nouveaux accords. Il faut comprendre d'où on part, et on part de loin en France. On se rappelle qu'avant 2020, on était à plutôt 3% de Français qui télétravaillaient, de salariés télétravailleurs, et on est passé à 40% en un an, un peu plus d'un an maintenant. Avec énormément de situations très différentes, imposées pour beaucoup, des défis nombreux qui ont été relevés dans les entreprises, avec des questions d'éligibilité qui se sont posées, des salariés qui n'étaient pas du tout éligibles au télétravail et qui sont passés du jour au lendemain dans cette pratique-là, des problèmes matériels, techniques aussi, qui ont amené les entreprises à comment dire, retravailler très très vite leur façon d'approcher le travail à distance, et puis surtout des pratiques de travail qui ont été bousculées, puisque jusqu'à maintenant, et le sondage le montre bien, on avait encore des entreprises qui n'avaient pas d'accord télétravail. Ça probablement vient du fait qu'en France, on a un frein culturel au travail à distance. On a des modes de management qui ne sont pas encore du tout, en tout cas, engagés dans ces pratiques-là habituellement. Donc, ce qui a pu apporter pour un certain nombre de salariés énormément de bénéfices, puisque justement, puisqu'on était à 3% de télétravailleurs, vous imaginez bien qu'on avait un certain nombre de frustrations dans les entreprises, avec des envies de télétravailler pour beaucoup de salariés, et des souhaits pour notamment les organisations syndicales, d'aller vers des négociations de télétravail, d'accords télétravail, qui n'aboutissaient pas forcément à ce moment-là. Bon, et notamment avec les sondages actuels, les études qui sortent depuis un an maintenant, on voit bien que pour de nombreux salariés, il y a eu des bénéfices. Le premier, c'est comment dire, l'amélioration de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Les temps de transport en moins, c'est quelque chose qui est immédiat, mais il y a plein d'autres choses, notamment je pense à tous ceux qui travaillent dans des environnements open space, ou en tout cas dans des environnements où ils n'ont pas le calme escompté, ou la possibilité de se concentrer aussi bien que chez soi. Je me souviens d'expertises qu'on réalisait il y a 1 an, 2 ans, quand on passait quand on analysait des projets de déménagement, où on avait beaucoup de salariés qui nous disaient que le passage en open space pouvait leur poser problème, justement parce que difficultés de concentration, etc. Et qu'ils choisissaient plutôt, ceux qui avaient la possibilité de télétravailler, des tâches pour se concentrer et pour être au calme, pour les faire à domicile. Donc voilà, il y a cet effet positif-là. Et puis après, il y a toutes les difficultés, les contraintes aussi qui vont avec le télétravail, notamment dans la situation actuelle, quand il est imposé et quand il est à 100% pour certains salariés depuis maintenant 1 an et demi. C'est d'abord l'éloignement du collectif de travail, l'isolement, possiblement un impact sur l'intensification du travail, parce qu'on allonge ses journées de travail quand on est chez soi et que l'ordinateur est encore à disposition, et aussi parce que voilà, on a une sphère professionnelle qui rentre dans la sphère privée.
des troubles musculo-squelettiques, hein, c'est les TMS que vous voyez là, c'est tout ce qui est en lien avec l'installation qu'on a à domicile. Hein, si on a la chance d'avoir un bureau à soi avec son siège et des écrans externes, etc., tout va bien. Quand on a sur sa table de cuisine avec un tabouret, c'est forcément beaucoup moins bien vécu. Et puis, des difficultés managériales et dans les relations, en tout cas avec la hiérarchie et entre collaborateurs, c'est ce travail à distance, tout simplement. Hein, c'est de réussir à garder la cohésion d'équipe, à garder la réactivité quand on est à distance. Excuse-moi Mathilde, sur ce sujet qui est très intéressant, je me disais qu'on pouvait interroger d'ailleurs les participants qui ont l'habitude donc ont dû échanger avec les salariés un peu pour qu'ils nous donnent leur feedback de comment les salariés de leur entreprise vivent ce télétravail un peu imposé ou fortuit, puisque certains n'en bénéficiaient pas. Donc je te propose un petit questionnaire. En quelques instants, je lance le sondage et je vous demande un peu de nous donner le retour et comment ils se sentent, voilà, quel est le ressenti des salariés vis-à-vis du télétravail sur le déploiement à grande échelle dans votre entreprise. On a un petit peu un feedback terrain en live, ce qui est très intéressant. Oui, bien sûr. Alors, super, là, vous êtes super nombreux à avoir participé. Attendez, je vous laisse encore quelques petits instants. Parfait. Alors, maintenant, je partage les résultats parce que ça intéresse tout le monde. Donc, on voit que la réaction, c'est que finalement, les salariés, ils y ont pris goût, puisque 68% des participants nous disent que les salariés veulent leur maintien, mais bon, voilà, plutôt à 2-3 jours. 12% ont une crainte de retour, a priori, après si, des fois, on peut comprendre pourquoi, de rester chez eux. Et bon, il y a quand même 20% qui, en gros, c'est et là, on voit que les participants, je pense que les élus font face à des pros et des salariés qui sont moins en phase avec le télétravail en fonction, je pense, de tout ce que tu as décrit. C'est-à-dire que tout dépend aussi de la condition dans laquelle se passe le télétravail pour les uns et pour les autres. Donc, je pense que c'est un vrai enjeu pour les élus, cette question de la négociation au regard des attentes des uns et des autres, ce qui peut vraiment varier en fonction du. Ce sondage reflète totalement ce que nous, on observe dans les entreprises quand on est en entretien avec les salariés. C'est que d'un côté, en effet, on a quand même un souhait globalement assez majoritaire de pérenniser le télétravail, hein, de l'encadrer davantage aussi, hein, parce que certains télétravaillaient de manière un peu informelle. Et là, on voit bien le souhait de vouloir rentrer dans la signature d'accords qui leur donnerait accès après à des modalités aussi et des avantages matériels, etc. On va le voir avec Grégory tout à l'heure sur les modalités après qu'on met dans les accords, mais on voit bien que les salariés veulent aller, voilà, on ne voudrait absolument pas revenir faire un retour total en arrière. En revanche, on voit bien le côté un peu contrasté avec les 20% où on a certains salariés qui veulent y aller, d'autres qui sont un peu plus réfractaires, c'est qu'on a aussi de l'autre côté un souhait de revenir au bureau, de revenir sur site. C'est-à-dire que le 100% télétravail, pour le coup, en tout cas en France, c'est plutôt des souhaits qui sont minoritaires. Le bureau, c'est selon les salariés, c'est quand même signe d'un lien social, d'une part, parce que dans certains sondages, certaines études, on a à peu près 59%, par exemple, qui y vont pour partager des moments de convivialité avec leurs collègues, ne serait-ce que pour voir leur collectif qui, pour certains, existe depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, tout dépend de l'ancienneté, bien sûr, des salariés. On en a d'autres aussi qui se sentent plus engagés lorsqu'ils sont sur site. C'est-à-dire que certains ont cette perception-là de l'engagement qui va de pair avec le lieu de travail, le bureau. Donc, ça montre bien que au bout d'un an et demi, alors que certains sont à 100% chez eux en télétravail, on a quand même un souhait de revenir sur site. Ce
qui va du coup forcément poser la problématique de la situation hybride entre la distance et le présentiel. Et c'est là où toute la vigilance va devoir être portée par tous les acteurs de l'entreprise pour justement réussir à ce qu'on ait des accords télétravail dans l'entreprise qui vont de pair avec l'organisation dans l'entreprise. Et je dirais même des accords télétravail qui vont venir servir l'activité de travail. Ce qui veut dire qu'au final, le recours à davantage de télétravail, oui, on y va probablement, mais il devra toujours pouvoir faire sens pour les salariés à plusieurs niveaux. Sur le plan de la qualité de vie au travail, ils doivent pouvoir s'y retrouver dans leur équilibre vie personnelle, vie privée. Typiquement, si avant on avait un accord télétravail qui nous donnait la possibilité de pouvoir avoir des jours fixes de télétravail par semaine, parce que après derrière on s'est organisé dans notre vie personnelle et familiale pour que ça colle. Attention, parce que si on va vers d'autres modalités dans l'accord télétravail, c'est quelque chose qui peut venir clairement impacter les salariés comment dire, avec des impacts, des conséquences en chaîne, et notamment des impacts sur la motivation tout court. Mais aussi sur d'autres plans, sur le plan organisationnel et puis sur le plan du travail lui-même. Encore une fois, le télétravail, finalement, il est censé être un outil de travail et une ressource pour la réalisation de l'activité. Alors, excuse-moi, Mathilde, mais j'ai une question. Il y a une personne qui demande à un participant qui voulait que tu t'expliques peut-être, mais là, tu as un feedback terrain, qui ne comprenait pas que certains puissent ressentir de l'isolement alors que le télétravail est censé être volontaire. Mais je pense que là, c'est plus dans la situation un peu actuelle du télétravail qui, pour le coup, le volontariat est… Le volontariat, oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on aurait pu vous poser aussi dans un sondage, mais nous, c'est vrai que dans les entreprises dans lesquelles on intervient depuis le début de cette crise, on en a certains, et le nombre n'est pas minime, certains qui sont en télétravail à 100% depuis le mois de mars 2020. Qui ne sont toujours pas revenus sur site. Et d'ailleurs, on va le voir juste après, on a des entreprises qui se mettent en ordre de marche pour réorganiser, pour négocier des nouveaux accords de télétravail, voire pour négocier tout court des accords de télétravail alors qu'il n'y en avait pas avant, alors même qu'on est dans une situation actuelle qui n'est pas la situation habituelle. Et donc oui, en effet, pour les salariés qui ressentent de l'isolement et l'éloignement du collectif, c'est essentiellement pour ceux qui, pour le coup, subissent le télétravail parce qu'il est imposé. Donc, ça fait une bonne transition pour la suite, puisque justement, les entreprises, elles se mettent en ordre de marche parce que finalement, cette situation profite aux entreprises. Il y a des études récentes qui montrent qu'il y a un gain de productivité. Il y a même des études qui avancent le fait qu'on est à plus 22% de productivité dans les entreprises grâce au télétravail. Et on a aussi des résultats qui montrent, enfin des études qui montrent que les taux d'absentéisme aussi tendent à diminuer dans les entreprises. Ce qui veut dire que l'entreprise, a priori, les employeurs, y gagnent, en tout cas là à ce stade, et commencent à se dire que oui, peut-être qu'il est temps de venir négocier des accords télétravail. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les sondages du tout début, vous nous avez dit que vous étiez soit en cours de renégociation, soit en cours de négociation d'un accord qui n'était pas encore négocié. Elle voit l'intérêt aussi d'aller pérenniser le télétravail parce que il y a aussi, il ne faut pas non plus l'oublier, un potentiel enjeu financier, et notamment quand on y associe l'espace de travail. Et quand on a des entreprises qui se disent que c'est le moment de négocier des accords télétravail avec comme objectif
de venir à un moment donné réduire les surfaces de travail pour ensuite proposer des projets immobiliers de déménagement ou de réaménagement en rendant de la surface pour aller vers des modalités de travail comme le flex office. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça commence à être un peu dans le vocabulaire en ce moment dans les entreprises. C'est cette notion de ne pas avoir le même nombre de postes implantés que l'effectif total. Alors d'ailleurs, Mathilde, sur ce sujet, je vois que j'ai des réactions. Donc là, oui. il y a une personne qui se dit, mais comment l'entreprise va pouvoir réduire la surface avec 1 ou 2 jours de télétravail par semaine? Je pense que c'est ça, ce genre de projet sur lesquels tu travailles. C'est qu'en vrai, quand elles veulent réduire les surfaces, elles ont un enjeu, c'est presque que le télétravail devienne comme une forme d'obligation parce que sinon, ça risque de… Voilà, donc là, je pense qu'il faut peut-être développer un peu cette question et justement sur le fait qu'il soit hyper attentif sur ce sujet. C'est ça. C'est un très grand point de vigilance qu'on vient vous apporter ce matin et en réaction à des expertises que l'on mène ces derniers mois. Nous, ce que l'on observe, ce sont des entreprises qui négocient les accords télétravail. Parfois, l'accord est déjà signé, alors même qu'on a des salariés qui ne sont pas revenus dans une situation habituelle de télétravail, et des projets immobiliers dans le même calendrier pratiquement, visant à réduire la surface, et avec pour argument de la part de la direction et dans la description des projets, comme référentiel, le taux de télétravail basé sur une utilisation finalement maximale des termes du télétravail. Donc, si par exemple, dans un accord a été signé et qu'on va jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine possible, eh bien, on a des projets sur lesquels on travaille qui sont basés sur une utilisation majoritaire de ces 3 jours de télétravail par semaine par les salariés, et donc un ratio, par exemple, de 0,6 ou de 0,7 en termes d'implantation de postes. Ce qui veut dire qu'on implante 70% de postes de travail par rapport à l'effectif. Tout cela en ayant comme seule base de calcul le taux de télétravail théorique qui a été renégocié. Donc, c'est une question que vous nous posez là, à laquelle je répondrai par une question, c'est-à-dire oui, en effet, on n'a pas encore d'entreprise qui nous apporte d'éléments concrets nous prouvant qu'on ne va pas venir à un moment donné remettre en question les principes fondamentaux de l'accord de télétravail, à savoir la notion de double volontariat, d'une part, et puis aussi les autres modalités, à savoir le choix entre les jours variables ou des jours fixes dans la semaine, et puis aussi le choix du nombre de jours. Là, pour vous donner un exemple très concret d'un projet sur lequel je viens de terminer le rapport, c'est justement une situation où on a des salariés à qui on a déjà commencé à dire que demain, quand ils reviendront sur site, déjà, ce ne sera pas leur site habituel parce qu'ils déménagent dans une autre ville très à proximité, certes, mais quand même, qu'ils seront en flex office et que du coup, pour les besoins du flex office, c'est-à-dire le nombre de postes implantés, il faudra dorénavant voir avec le management pour définir les jours de présence sur site et les jours de télétravail. Et puis peut-être qu'il sera nécessaire de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. On n'aura peut-être pas le choix, ou en tout cas, c'est en discussion avec le management de ne travailler qu'1 jour par semaine, par exemple. Ce qui vient clairement venir rigidifier les conditions de télétravail quand on est dans la situation que je vous expose là. Donc là, le gros point de vigilance, c'est de pouvoir faire le lien entre l'organisation actuelle, ses besoins, ses exigences, et les modalités de télétravail qui doivent être négociées au regard de ces besoins-là.
Et c'est ce qu'on vous dit là dans cette deuxième partie, c'est-à-dire vrai progrès ou miroir aux alouettes. C'est une vraie question que vous allez devoir vous poser, et presque un dilemme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des salariés, il y a une volonté et de la part des salariés et de la part des employeurs d'aller vers ces accords-là. Et en même temps, il ne faut pas oublier que l'objectif de l'entreprise, c'est quand même la réalisation de l'activité, c'est l'atteinte des objectifs. Et comment est-ce que ces nouvelles modalités de télétravail qui vont être signées vont pouvoir être, d'une part, appliquées dans les termes et d'autre part, servir l'activité. Donc, la situation actuelle ne doit pas servir de référence au projet de réorganisation. Il faut absolument attendre, pouvoir en tout cas, avoir un calendrier qui permette de revenir d'abord dans la situation habituelle, avec possiblement des pratiques nouvelles. Hein. Bien sûr qu'il faut absolument capitaliser sur ce qui a été pratiqué depuis 1 an et demi, sur l'utilisation des outils comme là on utilise actuellement. Hein. Les webinars, c'est quelque chose qui est en montée en flèche depuis 1 an et demi. Bien sûr qu'il faut surfer sur ces nouvelles pratiques, sur ces nouvelles modalités de collaboration, mais il faut pouvoir les tester selon un référentiel connu. Et je peux vous dire que les salariés, quand on pose la question, même 1 an et demi après, leur référence, c'est avant crise. C'est la situation où on n'a rien d'imposé, où on n'a pas un protocole sanitaire pour expliquer comment doit être régi le télétravail, mais où on a bien une activité de travail qui va ensuite possiblement se réaliser à distance pour beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vraiment ce point de vigilance-là qu'on souhaite vous apporter ce matin. Avec donc beaucoup de projets sont négociés en réaction à cette crise. C'est cet exemple-là que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, en ce moment, on a quand même des employeurs qui essayent de mettre un peu la charrue avant les bœufs, en se disant, si on a un taux de télétravail à temps, on peut implanter tant de postes, et si on a tant de postes, il faudra alors que chaque jour, il y ait tant d'absents par jour. Alors d'ailleurs, Mathilde, il y a plusieurs questions intéressantes. Une question qui dit, mais d'un participant qui se demandait si légalement il n'y avait pas une obligation pour l'employeur de maintenir tous les postes de travail. Donc, a priori, on voit que non. Et aussi, certains s'inquiètent d'entreprises qui vont, est-ce qu'ils auront la possibilité de mettre en place du 100% télétravail? Est-ce qu'il y a des entreprises qui envisagent ça? Et aussi, certains s'inquiètent finalement, au-delà du flex office aussi, de pourquoi pas délocaliser de l'emploi vers des pays où finalement tout serait moins cher. Donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Voilà, donc des questions sur ça. Pour répondre à la première interrogation sur le côté légal, mais pour le coup, hein, Grégory, tu pourras éventuellement reboucler après. Mais non, en effet, il n'existe pas de réglementation particulière en France imposant à l'employeur de garder un poste par personne. En revanche, il y a un certain nombre de réglementations et d'obligations qui lui imposent de lui donner les conditions de travail permettant de réaliser l'activité. Donc, en ça, il faut qu'il puisse réussir à fournir et les conditions matérielles et les conditions organisationnelles, ne le mettant pas en difficulté dans la réalisation de son travail. Mais en effet, pour le coup, il n'y a pas de… Voilà, il y a tout à fait la possibilité de mettre en place du flex office. Et pour le coup, nous, on commence à voir naître ces projets-là depuis déjà bien avant la crise, on va dire au moins 2 bonnes années avant la crise. Pour la deuxième question sur le 100% télétravail, c'est pareil. Je pense que là, pour le coup, ça va être la voie de l'accord qui va jouer. Et si toutes les personnes autour de la table sont d'accord pour mettre en place le 100% télétravail, rien n'empêcherait l'entreprise de se mettre dans cette organisation-là. Hein. Donc, alors, quid du double volontariat dans ce cas-là? Quid du double volontariat, c'est une question qu'il faut voir avec Grégory en effet, mais c'est quelque chose qui devra quand même en effet pouvoir répondre à
à la question de l'employeur. Peut-être Grégory, tu peux… Justement, je voulais Ouais. répondre à ça. En fait, c'est un peu comme le forfait jour, si vous voulez. C'est pas parce qu'on a un accord qui met en place le forfait jour que forcément les gens vont se précipiter dans le forfait jour. C'est-à-dire qu'en fait, par l'accord, on va ouvrir la possibilité au télétravail et on va ouvrir la possibilité d'avoir du télétravail à 100%. Mais bien sûr, le salarié reste maître. C'est-à-dire que le salarié, s'il n'est pas d'accord pour faire du 100%, il dira OK, l'accord dit qu'on peut mettre en place du 100%, mais moi, je ne veux pas du 100%. Et c'est là que le volontariat du salarié va devoir rester. Le salarié, s'il veut faire qu'un jour ou deux ou trois ou quatre, sans être à 100%, l'employeur ne pourra pas lui imposer. On peut ouvrir, mais ce n'est pas parce que j'ouvre une porte que pour autant je vais mettre tout le monde derrière cette porte. Après, les salariés vont dire s'ils le veulent ou pas. C'est une possibilité qu'on ouvre. Après, j'y vais ou j'y vais pas. Ça m'appartient. J'ai une autre… Oui, vas-y, je t'en prie. Non, bah oui. Vas-y pour la question. Non, mais je te laisse peut-être dérouler justement sur ce à quoi tu veux veiller, s'il y a des questions qui vont avec justement les conditions de travail. Donc, je te la poserai après. Oui, en tout cas, il faut faire attention parce que nous, ce que l'on observe, c'est qu'on a quand même des risques de dérive ou en tout cas d'impossibilité finalement de pouvoir appliquer les termes de l'accord. Et typiquement, alors la notion du double volontariat, c'est quelque chose, les employeurs sont quand même très conscients qu'ils ne peuvent pas imposer le télétravail aux salariés. Mais bon, après, tout dépend aussi de quel est le message qui est véhiculé, quel est l'accompagnement des managers pour sensibiliser ou non les salariés au fait de s'y mettre ou pas. Enfin voilà, ça reste quand même très compliqué. On sait très bien que le volontariat, il peut être plus ou moins remis en question en fonction des modalités de management. Mais là, je pense vraiment aux autres modalités. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix des jours ou le choix d'avoir la possibilité de les choisir en variable ou en fixe, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a clairement identifié comme une contrainte, une rigidification à venir pour certaines entreprises. Donc, attention aux clauses qu'on a mis là en exemple, hein, mais il peut y en avoir d'autres qui veulent dire la même chose, aux clauses qui donneraient finalement la main à une discussion entre manager et manager. Typiquement, hein, les jours seront définis, validés de manière consensuelle, d'un commun accord, dans la mesure du possible, l'arbitrage du manager en cas de besoin, parce que clairement, le manager, il a bon dos dans cette histoire, il va devoir gérer ces problématiques de souhaits de salariés par rapport aux contraintes du nouvel espace de travail. Et c'est lui qui va devoir trancher finalement. C'est lui qui va devoir dire « Ah bah non, tu ne peux pas choisir le lundi et le mardi comme c'était possible avant. Maintenant, tu vas venir le vendredi et le mercredi. » Donc, c'est quelque chose qui, bien évidemment, dessert totalement les relations de travail. Et en plus de ça, ça vient complexifier clairement le travail pour le management parce qu'il n'est plus dans la gestion et le pilotage de l'activité en priorité. Demain, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir d'abord gérer les présences dans l'espace de travail avec des tableurs Excel, etc., pour être sûr qu'on n'est pas dans une suroccupation des locaux. Voilà, on est clairement en train d'analyser des projets de ce type-là qui sont sous-accompagnés, sous-évalués dans voilà, les estimations futures qui devraient être basées sur une analyse de l'activité. Voilà. Alors Mathilde, c'est passionnant, mais le temps passe très vite et beaucoup de questions arrivent sur le légal et il va falloir que Grégory puisse aussi là pour rentrer dessus. J'irai droit au but avec les conseils du coup. Hein. D'accord. J'irai droit au but avec les conseils. Conseil numéro 1, laisser les salariés revenir dans leur environnement de travail habituel d'abord, ne pas se presser tout de suite dans la négociation de l'accord. Il est possible de pouvoir voilà, négocier les choses avec un retour sur site possible. Procéder à une analyse de l'activité, de l'utilisation nouvelle des espaces de travail. C'est le conseil numéro 2. Conseil numéro 3,
tester les nouveaux termes de télétravail s'ils ont été renégociés pendant la crise et que finalement ils n'ont pas encore été appliqués. Ben voilà, c'est l'occasion d'avoir des périodes de test. L'objectif n'est pas de tout acter tout de suite. Des commissions de suivi, bien sûr, hein, c'est très important. Ça permet de pouvoir corriger le tir, ajuster, faire des avenants s'il y a besoin. Et puis, conseil numéro 4, éviter de se retrouver dans le même calendrier pour la négociation de l'accord et pour le déploiement de réorganisation. Typiquement, là, ça fait 3 projets sur lesquels on travaille dans les mêmes calendriers. C'est vraiment dommage parce que ça vient polluer les mises en œuvre de réorganisation, voire les applications de télétravail. Et puis, dernier conseil, construire des projets de réorganisation ou des projets immobiliers adaptés aux besoins des salariés. Toujours mettre l'activité au centre. Il faut que ça serve à l'activité. Je vous remercie. Je ne dirai plus un mot. Je laisse à Grégory. Donc, Grégory, je te propose, pour le coup, on va rentrer dans le côté beaucoup plus technico-juridique de la négociation. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse faire un sondage auprès de nos participants sur leurs craintes, sur leurs craintes en tant que représentants du personnel, sur tous les enjeux auxquels ils vont être confrontés dans le cadre de ces négociations. Donc, je lance le sondage et je vous laisse y répondre. Je vous laisse quelques instants. Merci à tous. Donc, quelles sont vos contraintes en tant que représentant du personnel? Et là, vous pouvez choisir plusieurs réponses possibles. Alors là, vous êtes parfait. Vous êtes très nombreux à avoir répondu. Et comme il y a plein de questions, je pense que je vais arrêter le sondage et je vais partager avec vous les résultats. Surtout que ça va nous permettre ensuite de passer aux questions plus juridico-légales et je pense qu'ils vous intéressent. Donc, on voit que vos enjeux sont quand même multiples et parfois pas simples à gérer, puisque 74% d'entre vous dites que vous voulez garantir des conditions de télétravail malgré ce fameux télétravail qui, a priori, risque de se déployer de façon de plus en plus massive. Obtenir les compensations financières, je l'avais vu dans les questions, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le salarié, il paye le chauffage, l'électricité, éventuellement le matériel, et il n'y a pas de compensation derrière, les entreprises font des économies. Maintenir le fameux lien entre les salariés et les élus, je pense que ça, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. On a commencé à en parler, le fait qu'il faut que ça reste complètement volontaire et aussi un tracking de la part du management ou de la direction pour être certain que les gens travaillent. Voilà. Donc là, on voit, Grégory, que les enjeux des accords et de ce qui va être négocié à l'intérieur est vaste et complexe. Donc, je te laisse prendre la main sur la suite de cette présentation. Alors peut-être que, alors je ne vais pas me représenter parce que Laetitia l'a très bien fait, donc je vais passer là-dessus, comme ça on va gagner du temps et puis ça permettra d'y voir plus clair. L'idée en fait, si vous voulez, c'est peut-être déjà de repartir des fondamentaux. Donc je vais, avant d'aller sur la préparation, mais ça va prendre très peu de temps. L'idée c'est quoi le télétravail? Parce qu'en fait on parle du télétravail, mais on ne sait pas ce que c'est. Le télétravail c'est quoi? Le télétravail c'est un travail qui pourrait être effectué dans l'entreprise, mais qui est effectué en dehors des locaux, de manière volontaire. Alors, sauf on verra dans un cas, mais c'est de manière volontaire, et en utilisant les techniques, les technologies de l'information et de la communication. C'est ça le télétravail. Donc le télétravail, en fait, c'est je fais un travail en dehors de l'entreprise qui pourrait être fait à l'intérieur en utilisant les TIC. Après, il y a plusieurs règles. Le télétravail peut se mettre en place soit sur la base d'un accord, et le code du travail, il est en cascade. C'est un accord. À défaut d'accord, on a une charte, et on peut le mettre aussi en place, en l'absence d'accord ou de charte, de gré à gré. Et là, il va y avoir une discussion avec les salariés. Bon, là, il vaut mieux éviter le gré à gré. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur la négociation, parce que l'idée, c'est de cadrer le télétravail. Sinon, si c'est une discussion de gré à gré, on risque de se retrouver avec des salariés qui vont accepter du télétravail dans n'importe quelle condition, et d'autres qui, parce que devant l'employeur, ils ont un peu plus de rapport de force, etc., et qui peuvent mieux négocier avec l'employeur, et donc du coup, ils vont avoir de meilleures conditions. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc on va avoir l'accord, la charte, le gré à gré. Ensuite, le télétravail, il peut avoir 3 visages. Soit il peut être régulier, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le mettre en place de manière très régulière. Je fais 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, c'est tel jour, etc. Soit il peut être mis en place de manière irrégulière. Et c'est ce qui a été introduit par les ordonnances Macron. L'ordonnance Macron, 22 septembre 2017, en fait, on dit on va faire en sorte que voilà, le salarié rencontre une difficulté, il ne peut pas venir au travail et en échangeant avec son manager, il va faire un mail en disant voilà, aujourd'hui je suis coincé, est-ce que tu es d'accord pour que je puisse télétravailler ou pas?
acceptation de n'importe quelle manière, retour par mail du manager, oui, c'est bon, tu peux y aller. Et puis, troisième possibilité, donc c'est le cadre exceptionnel. Là, par contre, on n'a plus le volontariat, parce que le cadre exceptionnel, c'est par exemple la pandémie. Et là, on peut se retrouver avec du télétravail à 100%, et par contre, le volontariat n'a plus lieu. Donc, dans ce cadre-là, par contre, l'employeur peut l'imposer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le cadre pandémique. En dehors du cadre pandémique, il y a le volontariat. Dans le cadre pandémique, il n'y a plus ce volontariat. Dernière possibilité donc du télétravail, c'est je peux travailler à domicile, je peux travailler dans un espace de coworking ou je peux travailler dans un espace que l'employeur me met à ma disposition. C'est pas mon espace habituel, mais il y a une agence quelque part et je peux y aller, je peux me poser. Voilà, ça c'est les grands principes du télétravail. Maintenant, donc, pour préparer cette négociation, maintenant qu'on sait ce qu'est le télétravail, maintenant on sait les visages du télétravail, c'est comment je fais pour en fait négocier. La première phase, c'est la phase de préparation. En fait, les élus sont là pour représenter les salariés. Donc, l'idée, c'est d'avoir un accord qui corresponde aux desiderata des salariés. Donc, il faut discuter avec eux, il faut échanger avec eux. Donc, il faut parler effectivement de l'organisation du travail, de l'organisation de l'activité, voir avec eux comment ils peuvent envisager le télétravail, discuter aussi avec les collègues qui ne seront pas en télétravail, voir quels sont les métiers qui pourront basculer sur le télétravail, ceux qui ne pourront pas, parce qu'il y a des métiers qui ne pourront pas. Le mécanicien, très clairement, il ne va pas dire à son employeur, envoyez-moi les voitures dans mon garage et je vais les bricoler. Ça ne marchera pas. Donc, en fait, il y a des métiers forcément qui ne seront pas éligibles au télétravail. Mais c'est comment on fait pour quand même maintenir la relation entre ceux qui vont être en télétravail, qui ne soient pas coupés du télétravail et qui puissent échanger, continuer à échanger avec leurs collègues. Le management n'est pas préparé non plus au télétravail. C'est très compliqué de pouvoir superviser des personnes qui ne sont pas là en fait sous mes yeux. Autant quand ils sont sous mes yeux, je peux voir le travail qui est effectué. Quand ils ne sont pas sous mes yeux, comment je fais? Préserver le collectif, ça j'en ai parlé. Les questions de l'apprentissage, est-ce que les apprentis, les personnes qui sont en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, est-ce que je peux les basculer ou pas en télétravail? Alors ça va être un peu compliqué parce que si il faut qu'ils apprennent des choses dans l'entreprise et qu'on les met en télétravail, ça va être un peu compliqué. Mais comment on fait? Peut-être qu'on peut leur donner des outils pour le faire. Même chose pour les stagiaires. Et puis la transmission entre ceux qui sont en télétravail et qui ne sont pas en télétravail, comment on fait pour échanger? Vous vous rappelez, la définition du télétravail, c'est les technologies d'information et de communication. Donc c'est là que les outils vont intervenir, les outils, notamment le PC, etc., avec tout ce qui va autour et les applications, Skype, Zoom, Teams, etc. La représentation du personnel aussi, c'est vous en tant que représentant du personnel, c'est comment vous allez vous positionner, quels sont les avantages que vous allez obtenir par le biais de l'accord. À partir du moment où vous devez apposer votre signature doit être conditionnée au fait que l'employeur vous octroie des droits. Ce n'est pas la peine d'aller signer un accord de télétravail si derrière, ce que vous avez dit dans le sondage, je n'ai pas la possibilité de pouvoir échanger avec les salariés. Donc la moindre des choses, c'est au moins de pouvoir utiliser les mails professionnels et de pouvoir échanger avec mes collègues sur les mails professionnels. D'ailleurs, l'ANI de 2005, donc l'accord national interprofessionnel de 2005 qui a mis en place le télétravail, qui était une transposition de l'accord cadre européen, dedans c'est prévu. En fait, il est prévu que les salariés qui sont en télétravail ont les mêmes droits que les salariés qui sont dans l'entreprise, y compris vis-à-vis de la représentation du personnel et de la communication des représentants du personnel. Donc, je ne vois pas à part… Ouais. Oui, excuse-moi, parce que d'ailleurs, il y a une question qui intéresse beaucoup de monde. Là, il y a un participant qui dit comment on fait en tant qu'organisation syndicale, puisque par exemple, dans leur entreprise, ils ont interdiction du mail. Donc, ça veut dire que les salariés qui seront en télétravail, il n'y a plus moyen de les joindre. Pas moyen de tracter, pas d'affichage. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se dégager ou est-ce qu'il y a des moyens pour les élus? Il y a un problème fondamental légal. Le salarié qui est en télétravail, qui n'a pas la possibilité de mailer, je ne vois pas trop comment il peut être en télétravail. Donc, obligatoirement, il a un mail. Donc, il faut que les OS et le CSE obtiennent de la part de l'employeur de pouvoir toucher ce salarié. Un salarié qui est en télétravail sans mail, sans possibilité de communication, il ne peut pas être en télétravail, puisque la définition même du télétravail, c'est l'utilisation de la technologie, de l'information et de la communication. Quelqu'un qui sera en télétravail sans possibilité de communication, il n'y a pas de possibilité de télétravail. Là, en termes de risque psychosocial, et je parle sous couvert de Mathilde, là, on part sur quelqu'un qui va finir suicidaire. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, si je comprends bien ton propos, ça veut dire que jusqu'à présent, il y a souvent des accords de droit syndical qui excluaient les boîtes mail professionnelles parce que les salariés étaient in situ et le principe, c'était du tractage dans les locaux ou à la sortie. Donc, ça veut dire que là, il faut que les OS et les CSE se saisissent de cette question parce que
Ça veut dire qu'ils n'ont plus qu'un seul mode de lien de connexion avec les salariés, c'est la boîte mail, si je comprends bien. C'est ça, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est ou la boîte mail ou Teams. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Mais Teams, il passe par la boîte mail de toute façon. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Et en plus, l'ANI, l'accord national donc, de 2005, il dit bien que les salariés qui sont en télétravail ont les mêmes droits que les salariés qui sont dans l'entreprise, notamment vis-à-vis des représentants du personnel et de la communication des représentants du personnel. Donc, en fait, il faut le faire à l'envers. Il faut partir du principe que les télétravailleurs ont un droit à la communication. Et donc, en s'appuyant sur ce droit à la communication, eh bien, en rétropédalant, en fait, on va obtenir les moyens de pouvoir communiquer. Et je ne vois pas comment l'employeur ne pourrait pas, en fait, donner ce moyen-là. Parce que, il y a la signature de l'accord. Si ce n'est pas dans l'accord, les OS n'ont pas intérêt à signer. Donc, après, il y a la charte. La charte, c'est une discussion avec le CSE. Et là, le CSE, il prend une résolution. Dans sa résolution, il explique qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir échanger avec les salariés qu'avec ce moyen, donc de la boîte pro. Et comme quand on prend une résolution, le Code du travail dit que l'employeur doit une réponse motivée au CSE, la réponse motivée de l'employeur, elle va être intéressante parce que si c'est juste de dire j'en fais une question de principe et je veux pas que vous communiquiez sur les boîtes pro, ça va pas marcher. Donc il va falloir qu'il trouve un vrai motif qui soit pas une discrimination vis-à-vis des syndicats, qui soit pas une discrimination vis-à-vis des télétravailleurs. Donc je vois pas trop ce qu'il va pouvoir répondre. Donc là, l'employeur, il va être coincé. À un moment ou à un autre, il est coincé. Il va falloir qu'il donne les moyens. Et surtout aujourd'hui, quand on est dans l'état d'urgence sanitaire, où on n'a pas d'autre moyen que de pouvoir discuter avec les salariés à travers la messagerie professionnelle. Ou alors, sinon, ça veut dire que l'employeur, il ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat. Parce que je rappelle quand même que le CSE, notamment, est un contributeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe pour les télétravailleurs. Le seul moyen pour lui de savoir ce qui se passe, dans le cadre de ses missions d'inspection, c'est de pouvoir échanger sur les boîtes mail. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, je vois pas comment l'employeur pourrait le refuser. Donc, en s'appuyant sur tous ces textes-là, il n'y a pas de possibilité pour l'employeur de le refuser, sauf être dans une discrimination. Mais alors là, on part sur autre chose. Et là, après, c'est du pénal. Et après, c'est du contentieux. D'accord. Donc, parfait. Donc, premier élément, déjà, donc, discuter avec les salariés d'un certain nombre de choses, de voir comment ils voient les choses, etc. Discuter avec le management pour voir comment ils voient les choses aussi. Les représentants du personnel, obtenir des droits, et c'est le moment d'obtenir des droits parce que là, il y a un rapport de force qui est favorable. Soit il y a une signature, il y a besoin d'une signature pour un accord, soit ça va passer par une charte, discussion avec le CSE. Le CSE doit se prononcer et donc par une résolution, il peut imposer un certain nombre de choses puisque l'employeur doit des réponses motivées. Donc réponse motivée, ça veut dire que l'employeur doit expliquer pourquoi il ne veut pas donner. Et à ce moment-là, ça va devenir très compliqué. Voir le financement, c'est aussi ça fait le lien avec les frais, hein, qui va prendre en charge, qui va financer en fait le coût d'un fauteuil, le coût d'un PC, le coût d'un bureau, etc. Parce que tout ça, l'employeur doit aussi donner des moyens. C'est ce que rappelait Mathilde. C'est que le Code civil est très clair. Hein, c'est-à-dire que dans la condition synagmalatique du contrat de travail, l'article 1106 du Code civil, cet article-là, il dit que l'employeur, dans le cadre de ce caractère bilatéral du contrat de travail, le salarié loue sa force de travail, mais en échange, l'employeur doit lui donner les moyens de travailler. Et si le salarié n'a pas les moyens de travailler, là-dessus, on a de la jurisprudence abondante où le salarié dit « moi, je n'ai pas les moyens, je suis à votre disposition, vous me rémunérez, mais tant que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas produire. Et donc, vous allez me payer à rien faire. » Donc là, je peux vous dire que l'employeur, très rapidement, il va trouver les moyens. Parce que l'article 1106 du Code civil et sa jurisprudence fait que là, l'employeur, il va très vite trouver les moyens. Il n'y aura pas de difficulté. Et puis après, c'est aussi se documenter. Aujourd'hui, tous les accords, alors sauf certains accords, hein, style participation, PSE, etc., où on les a pas sur le site du gouvernement, mais si vous allez sur legifrance.gouv.fr, aujourd'hui, vous avez tous les accords qui sont en fait publiés. Donc après, il suffit de s'inspirer aussi des accords. Vous tapez dans le moteur de recherche télétravail et vous allez trouver une pléthore d'accords sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous pouvez vous inspirer pour justement après aller donc à la discussion. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est connaître le cadre légal. Quand on va discuter, il faut qu'on sache sur quoi on va discuter et ce que nous donne déjà la loi. Si c'est rediscuter de la loi et renégocier la loi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il va y avoir déjà les accords en tant que tels. Il y a des obligations de par un accord en tant que tel. L'accord doit contenir un certain nombre de choses. Et puis après, vous avez des accords de télétravail qui aussi, en tant que tels, doivent aussi contenir un certain nombre de choses. Les accords, en général, doivent contenir un préambule. C'est une obligation légale depuis les lois travail, loi El Khomri. Sauf qu'on vous dit que s'il n'y a pas de préambule, ce n'est pas une cause de nullité de l'accord. Mais néanmoins, il faut quand même un préambule. Et c'est ce préambule, en fait, qui va définir la philosophie du télétravail. Qu'est-ce que l'entreprise veut, à travers cet accord, mettre en place? Quelle est sa philosophie? Et puis, il faut aussi que les syndicats veillent aussi à ce que le salarié s'y retrouve. L'idée, c'est qu'on retrouve à la fois les intérêts de l'entreprise et les intérêts des salariés. Il faut concilier les deux. Et donc, on va arriver à mi-chemin où on va concilier à la fois les intérêts
de l'entreprise en tant que faire se peut et les intérêts des salariés. Donc, il faut ce préambule. Après, il faut aussi donc l'objet de l'accord. Pourquoi est-ce qu'on est amené à prendre cet accord? Donc là, c'est autour du télétravail. Donc, c'est mettre en place le télétravail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, pour mettre en place le télétravail, soit il y a un accord, soit il y a une charte, soit il y a du gré à gré. Mais le mieux, c'est de passer par un accord pour bien cadrer les choses. Ensuite, c'est les qualités des signataires, donc le délégué syndical, etc., de chaque syndicat. La durée de l'accord. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une durée d'accord, mais depuis les lois El Khomri, si l'accord ne contient pas de durée, il est réputé être pour 5 ans. Auparavant, avant les lois El Khomri, il était à durée indéterminée. Alors maintenant, vous pouvez toujours faire un accord à durée indéterminée, mais il faut le stipuler. Il faudra dire cet accord est à durée indéterminée. Sinon, vous pouvez très bien dire cet accord est pour une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, enfin ce que vous voulez. Et ça peut être aussi le moyen de se tester. Se dire, par exemple, bah voilà, on se donne un accord qui va nous cadrer le télétravail sur une durée d'1 an ou 2. C'est une période d'essai et on voit ce que ça donne. Et ensuite, éventuellement, on basculera sur un accord à durée indéterminée. C'est une possibilité. Les conditions de suivi, donc les conditions de suivi, c'est la mise en place d'une commission de suivi. Alors, ce n'est pas une commission de suivi au périmètre du CSE, c'est une commission de suivi dans le cadre de l'accord qui permet justement de regarder à travers des indicateurs qu'il faudra définir. Donc, c'est à vous de définir avec l'employeur les indicateurs que vous souhaitez que la commission reçoive, la périodicité selon laquelle elle va se réunir, qui en est membre, et puis est-ce qu'elle peut être saisie par un salarié qui aurait fait une demande de télétravail mais qui aurait essuyé un refus, auquel cas la commission pourrait être saisie par le salarié et elle pourrait revenir devant l'employeur et en discuter avec lui, ou alors pas du tout, et on ne lui donne pas ces prérogatives-là. Mais là, c'est vraiment l'accord qui va le stipuler. Les modalités de possibilité aussi de renouvellement et de révision de l'accord, donc ça c'est aussi dans l'accord. Avant les lois El Khomri, quand on voulait réviser, il fallait qu'à l'unanimité, les signataires soient d'accord pour réviser. Depuis, ce n'est plus le cas, donc c'est pour ça qu'on a une clause de révision, et c'est la clause de révision qui va stipuler comment on peut réviser cet accord. Les conditions de dénonciation de l'accord et les délais de préavis, parce que c'est un peu comme un licenciement, hein, quand je décide de licencier mon accord, c'est pas du jour au lendemain. En fait, il y a ce qu'on appelle un délai de préavis qui est de 3 mois, et pendant les 3 mois, les OS peuvent demander à l'employeur des négociations pour essayer de renégocier un accord de substitution, donc à avoir autre chose. Et puis les modalités de dépôt, donc qui sont aussi dans l'accord, ça c'est donc c'était la directe auparavant, maintenant c'est la DRETS, hein, puisque ça a changé de nom depuis le 1er avril, mais c'est la même chose en fait, hein, c'est la direction régionale du travail. Alors ensuite, le cadre spécifique de l'accord de télétravail. Donc dans le cadre spécifique, on doit avoir, ce que dit la loi, c'est qu'on doit retrouver 3 choses qui sont obligatoires dans l'accord. L'éligibilité. L'éligibilité, en fait, c'est quels sont les salariés qui vont être éligibles au télétravail. Et je vous ai dit, hein, tout le monde ne pourra pas l'être. Donc là, il faudra préciser très précisément qui va être en fait éligible au télétravail. Il va y avoir l'acceptation du salarié. On a parlé du volontariat, sauf dans un cas spécifique, quand on est dans un cadre exceptionnel. Mais l'acceptation du salarié, c'est donc voilà, c'est le volontariat, c'est l'expression du volontariat. Donc, il faut que le salarié dise « je suis d'accord ». Et ce n'est pas parce qu'on met en place le télétravail à 100% que le salarié va être d'accord pour du télétravail à 100%. S'il n'est pas volontaire pour du 100%, il ne fera pas du 100%, sauf en cas de pandémie. Mais ça reste un peu particulier. Il faut aussi qu'on ait le contrôle de son temps de travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que le salarié qui est en temps de travail se retrouve à bosser 24 heures sur 24. Donc, il va falloir borner le temps de travail. Il va falloir aussi regarder la charge de travail, donc la borner aussi. Déterminer les plages horaires selon lesquelles l'employeur peut échanger avec le salarié, puis après il a son droit à la déconnexion, et puis voir aussi les modalités d'accès pour les travailleurs handicapés. Et puis dernière exigence, c'est la condition de réversibilité. Donc c'est le retour, en fait, je ne veux plus télétravailler, je veux revenir en fait sur mon poste de travail. Donc c'est là que l'employeur devra faire attention, notamment quand il met en place du FlexDex ou quand il réduit la voilure, parce que les salariés, quand ils vont dire moi en fait je veux revenir dans l'entreprise, si l'employeur entre-temps il a réduit la voilure, il va y avoir un souci pour lui. Parce que je vous rappelle que le 1106 du Code civil dit que l'employeur doit donner les moyens nécessaires pour que le salarié puisse travailler. Donc, si c'est de rester en télétravail, bah, ça ne marche pas puisque je ne suis plus volontaire, donc il va y avoir un souci. Donc, il va falloir que l'employeur me retrouve des bureaux. Donc, là où il espérait faire une économie, ce n'est pas sûr qu'il la fasse sur du long terme. Donc, il a intérêt à faire gaffe à ça. Alors, ensuite, quelques pistes pour discuter en fait avec l'employeur. Bon, formaliser l'accord aussi avec le salarié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un avenant au contrat de travail. Ce n'est pas une obligation. Par contre, on vous dit que le salarié peut être volontaire. Comment on sait si le salarié il était volontaire? Alors, si c'est sur du télétravail irrégulier, je vous ai dit, hein, il suffit de faire un mail au manager en disant, voilà, aujourd'hui, je rencontre une difficulté. Est-ce que je peux télétravailler aujourd'hui? Le manager répond par mail, oui, pas de souci, je garde bien la réponse.
c'est bon, il n'y a pas besoin de formaliser au-delà de ça. Par contre, si c'est du télétravail régulier, là, il va falloir formaliser l'acceptation du salarié. Donc, le conseil qu'on donne, c'est plutôt d'avoir un avenant au contrat de travail. Donc, l'employeur propose, même si ce n'est pas une obligation, mais le mieux, c'est d'avoir un avenant au contrat de travail en faisant attention que l'employeur n'en profite pas pour y mettre des clauses qui n'étaient pas dans le contrat initial, style clause de non-concurrence, ce genre de choses, clause de mobilité géographique, etc. Hein, qu'il n'en profite pas non plus pour faire ça. Simplement qu'il fasse juste un avenant au contrat de travail pour cadrer le volontariat du salarié. Ensuite, c'est aussi donc de veiller à ce qu'on ait bien une égalité de traitement entre les télétravailleurs et puis les salariés dans l'entreprise. Le télétravailleur, c'est ce que dit le Code du travail, il a exactement les mêmes droits que le salarié qui est dans l'entreprise. Donc, il faut veiller à ça. Donc, c'est quels sont les moyens, quelles sont les mesures que va prendre l'employeur pour respecter cet élément fondamental. Éviter autant que possible le télétravail à 100%, parce que là, c'est pour celui qui est en télétravail ou celle qui est en télétravail à 100%, ça va être une rupture et ça va être très compliqué. Et ensuite, pour se réinsérer dans le collectif de travail, ça va être très compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi instaurer dans l'accord des rendez-vous, prévoir des rendez-vous, où en fait, obligatoirement, les personnes en télétravail vont revenir, alors soit au cours de séminaires, de réunions, etc. Enfin, vous l'imaginez comme vous voulez, mais de manière à ce que les télétravailleurs puissent rencontrer à nouveau leurs collègues une fois, 2 fois dans la semaine, de manière à ne pas être complètement coupé du collectif de travail. Donc, trouver des intervalles réguliers, et ça peut être des rendez-vous, hein, tous les lundis, systématiquement, ce service-là va se réunir, et donc les personnes qui sont en télétravail, on sait que le lundi, elles n'y seront pas, parce qu'il faudra qu'elles viennent dans l'entreprise pour venir échanger avec leurs collègues. L'idée, c'est aussi de veiller aux outils techniques qui vont être donnés. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la définition du télétravail, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, il faut veiller à ce que les salariés aient bien ces outils, qu'ils puissent échanger de toutes les manières possibles, que ce soit en visio, que ce soit par mail, etc., avec les outils, que ces outils-là, ils ne les découvrent pas au dernier moment, et donc ça va faire le lien avec la formation des télétravailleurs. Il faut former les télétravailleurs, tout comme il faut former les managers. Les managers, il faut les former parce que cette forme d'organisation du travail, ils n'y sont pas habitués, et donc au départ, ils peuvent être réticents, et donc il faut leur donner les outils et les moyens de pouvoir appréhender ce que va engendrer le télétravail, mais il faut aussi former les salariés aux nouvelles techniques, parce que peut-être qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les maîtrisent pas. Vérifier que les applications qu'il va y avoir dans leur PC soient les mêmes applications qu'ils avaient quand ils étaient dans l'entreprise, parce que s'ils découvrent les applications et qu'ils ne les maîtrisent pas, ça va être compliqué. Il faut les former aussi à l'autonomie, se retrouver du jour au lendemain en télétravail, là où mon manager venait me voir toutes les demi-heures en me disant bah tiens, maintenant tu me fais ça, maintenant tu me fais ça, maintenant tu me fais ça. Là en fait, le manager il va lui dire bah tiens, pour la semaine tu as ça à me faire. Et après, il faut que le salarié se retrouve devant le truc en disant bah oui, mais qu'est-ce que je vais prioriser? Et ça, c'est pas inné. Même chose, il faut aussi former à l'autonomie, ce qui n'est pas forcément simple. Il va falloir aussi encadrer le temps de travail des télétravailleurs, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Attention aussi aux process d'addiction. Les process d'addiction, en fait, vous allez avoir des télétravailleurs qui sont chez eux. Donc, ils ont accès à leur bar, ils ont accès à toutes sortes de chimies potentielles. Et donc, s'ils étaient déjà consommateurs de vin, d'alcool, tout ce que vous voulez, voire de drogue, etc., là, c'est très compliqué. Alors qu'il faut rappeler que le télétravailleur, quand il est chez lui, quand il est au travail, il dépend toujours du règlement intérieur de l'entreprise. Et donc, le règlement intérieur de l'entreprise, s'il n'y a pas de consommation d'alcool, ce n'est pas parce que je suis chez moi que je vais pouvoir consommer. Je dois respecter le règlement intérieur, même quand je suis en télétravail. C'est un peu fou à imaginer, mais c'est comme ça. Et donc, moi, j'ai des managers aujourd'hui qui me disent, quand on échange avec eux, j'ai des personnes derrière l'écran, quand je suis en visio, ils sont très clairement alcoolisés. Mais comment je fais? Et si vous avez donc des personnes qui ont des propensions à être alcoolisées, eh bien, ça va être très compliqué. Donc, il faut trouver des moyens aussi pour leur rappeler que quand on est à la maison et en télétravail, eh bien, il ne faut pas consommer d'alcool, de drogue, etc. Parce qu'on dépend toujours aussi du règlement intérieur. Et on a un travail à effectuer. Et on doit pouvoir le faire en toute lucidité. Sinon, je ne vais pas exécuter de bonne foi mon contrat de travail. Et puis, il faut aussi veiller à l'indemnisation des salariés. Hein, le coût, ce que ça va engendrer, ces fameux frais. Donc tout ça, il faut que l'employeur les prenne en charge, donc il faut le prévoir dans l'accord, parce que les ordonnances Macron, depuis le 22 septembre 2017, pour assouplir la possibilité donc, de mettre en place le télétravail, donc ont supprimé l'obligation d'avoir un accord, mais ils ont aussi supprimé l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais.
Et donc, il faut absolument que ces frais soient pris en charge par l'employeur. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'accords là-dessus, hein, où l'employeur paye un forfait de 150 € pour l'acquisition de matériel. Alors, le principe, c'est plutôt, vous achetez du matériel, j'en paye la moitié, dans une limite de 150 €. Et puis après, donc, si vous travaillez un jour par semaine en télétravail, je vous donne un forfait de 10 €. Si c'est 2 jours, un forfait de 20 €. Si c'est 3 jours, un forfait de 3 €, etc. De 30 €, pardon. Donc 10 €, 20 €, 30 €. Ça, c'est ce que prévoit en fait l'URSSAF. Alors, Grégory, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Il y a une question qui peut peut-être intéresser certains participants. Il y a un participant qui dit, a priori, ça a l'air d'être la situation, l'employeur a supprimé les tickets restaurants depuis qu'ils sont en télétravail. Donc ça, est-ce que légalement c'est possible, hein, puisque… Alors là-dessus, on a plein de décisions contradictoires. Vous avez une décision du tribunal judiciaire, je crois que c'est d'Evry, si je ne dis pas de bêtises, qui disait en fait télétravailleurs, pas de ticket restaurant. Et puis vous avez la décision du TJ de Paris qui dit télétravailleurs, ticket restaurant. Alors c'est très compliqué parce que pour l'instant, même les tribunaux, même les juges ne sont pas d'accord. Donc tant que ça n'a pas été tranché au niveau de la Cour de cassation, on peut se demander quelle sera la bonne décision. Pour ma part, moi je pars du principe que le Code du travail stipule que le télétravailleur doit avoir les mêmes droits que celui qui est dans l'entreprise. Donc il n'y a pas de raison que le télétravailleur n'ait pas de ticket restaurant. Alors j'ai vu passer une fois donc, une doctrine qui a été faite par une experte pro-patronale qui disait en fait, bah non, le ticket restaurant, il ne faut pas le donner parce que le ticket restaurant, en fait, il est fait pour ceux qui vont être dans l'entreprise et qui vont devoir manger donc en dehors de chez eux. Donc en fait, ils n'ont pas accès à leur alimentation, ils n'ont pas accès à leur nourriture. Donc du coup, c'est comme ça qu'il faudrait légitimer la mise en place du ticket restaurant. Moi, je dis que prendre le principe du ticket restaurant sur ce prisme-là, c'est pas le bon angle d'attaque. Parce que, en fait, ce n'est pas le fait que je déjeune pas à domicile qui va faire que je vais avoir un ticket restaurant. En fait, le ticket restaurant, c'est quoi? Le ticket restaurant, c'est du pouvoir d'achat. Je rappelle que le ticket restaurant, il est payé en partie par l'employeur. Pourquoi celui qui est dans l'entreprise, qui va prendre sa nourriture de chez lui, qui va avoir acheté la nourriture chez lui, donc dans son supermarché avec des tickets restaurants et qui va emmener la nourriture dans l'entreprise, pourrait bénéficier des tickets restaurants, alors que celui qui va faire la même chose, qui va acheter la nourriture dans son supermarché mais qui va la consommer à domicile, en fait, il n'aurait pas le droit de ticket restaurant. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est une question de pouvoir d'achat. Donc, à partir du moment où il y a un pouvoir d'achat qui est octroyé par l'employeur, que je consomme ma nourriture achetée dans un supermarché chez moi ou à l'entreprise, je ne vois pas la différence. Donc, le L1222-9, il dit c'est exactement les mêmes droits pour les salariés qui sont en télétravail. Donc, le principe est le même pouvoir d'achat. Donc, à partir du moment où l'employeur octroie un pouvoir d'achat à ceux qui sont dans l'entreprise, ceux qui sont en télétravail doivent pouvoir bénéficier de ce pouvoir d'achat. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je consomme ou pas à mon domicile. Ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est en termes de pouvoir d'achat qu'il faut le mener. Merci pour cette précision. Alors, sur la négociation en tant que telle. La négociation, en fait, il y a aussi des principes à la négociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands principes déjà de la négociation, quand on mène des négociations, il y a le caractère loyal et sérieux de la négociation. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Code du travail. Qu'est-ce que ça entend, le fait qu'on doive négocier de manière loyale et sérieuse? Ça veut dire qu'on doit avoir un rendez-vous zéro, une réunion zéro, au cours de laquelle l'employeur va convoquer toutes les organisations syndicales. Alors, je rappelle que la jurisprudence indique que les négociations séparées sont interdites. Normalement, l'employeur n'a pas le droit de négocier en aparté avec une OS. On doit négocier avec toutes les OS. Maintenant, le prouver, c'est compliqué. Si vous pouvez le prouver, bah, tant mieux, mais si vous ne pouvez pas le prouver, ça devient compliqué. Mais normalement, donc, on doit avoir donc, cette réunion zéro au cours de laquelle toutes les OS sont convoquées. Et au cours de cette réunion, donc, on va définir le calendrier des rendez-vous au cours desquels on va échanger avec l'employeur, mais surtout les éléments d'information dont on a besoin, toute la doc dont on a besoin. Puisque pour pouvoir négocier de manière loyale et sérieuse, on vous dit aussi dans le Code du travail qu'il faut négocier en toute connaissance de cause. Ce que dit le législateur en la matière, c'est qu'il ne peut y avoir négociation que si les négociateurs sont au même niveau d'information. Donc, charge à vous de demander à l'employeur et d'imaginer les indicateurs, les éléments d'information dont vous avez besoin, mais vous les demandez à l'employeur et dans ce cadre-là, l'employeur doit vous donner les éléments puisqu'on doit négocier en toute connaissance de cause. Et je rappelle que la clôture des négociations se fait soit par un PV de désaccord, soit par un accord. Mais que ce soit un PV de désaccord ou un accord, on doit avoir des réponses motivées aux propositions qui ont été faites par les OS. Ça, c'est une obligation légale aussi. On retrouve la motivation, comme tout à l'heure, je vous ai dit, quand le CSE prend une résolution,
Une résolution du CSE va entraîner derrière une obligation de faire une réponse motivée. C'est ce qu'on appelle un droit de suite. Il y a un droit de suite qui a été ouvert. L'employeur doit une réponse motivée. Quand on est dans le cadre de négociation, c'est exactement la même chose. Quand on fait des propositions à l'employeur doit faire des réponses motivées aux propositions qui ont été faites par les syndicats. Bon, dans plein de cas, on est loin de ça. Mais c'est ce que dit le Code du travail, c'est une obligation légale. Et si l'employeur ne le fait pas, eh bien, il n'a pas respecté le caractère loyal et sérieux de la négociation, et éventuellement, s'il a clôturé les négociations, eh bien, les OS ou le CSE, si c'est dans le cadre d'une consultation, pourraient très bien saisir le TJ, le tribunal judiciaire, et demander au juge par ordonnance, donc c'est du référé, hein, c'est très rapide, et demander au juge par ordonnance qu'on poursuive la discussion, soit des négociations pour les OS, soit de la consultation pour le CSE, si on est dans le cadre d'une charte, parce qu'on n'a pas pu avoir en fait d'accord. Par contre, il y a l'obligation de négocier, mais pas l'obligation de conclure. Pour l'instant, en droit français, on ne vous dit pas qu'à partir du moment où on a mis en place des négociations, eh bien, il y a l'obligation de les clôturer par un accord. Donc, on peut avoir un PV de désaccord, ce qui sera d'ailleurs, dans le cadre du télétravail, si on a un PV de désaccord, ça veut dire qu'on va basculer sur une charte, ce qu'on appelle en fait un engagement unilatéral de l'employeur. Et cet engagement unilatéral de l'employeur va donner lieu à la négociation, enfin à la consultation du CSE. Donc c'est le CSE qui va se retrouver quelque part dans le rôle du négociateur et de voir en fait quelles sont les mesures que l'employeur veut mettre en place, et à force de résolution, eh bien d'essayer de faire changer l'employeur, et à force donc de résolution pertinente et donc de réponse motivée de l'employeur, de l'emmener sur un terrain qui va faire que on va quand même réussir à sauver ce qu'on n'a pas pu mettre en place par la voie d'accord, et que à travers la consultation, peut-être on va pouvoir obtenir, de manière à éviter autant que faire se peut le gré à gré, puisque là le gré à gré, hein, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. L'employeur, en fonction de la personne qu'il va avoir en face de lui, du rapport de force de cette personne, eh bien soit il donnera des droits, soit il n'en donnera pas, sachant qu'il ne peut pas aller en dessous du code du travail, mais il y a des choses qu'il ne donnera pas. Alors, Grégory, j'ai trouvé qu'il y avait une question, puisqu'on est sur le cadre de la négociation, qui était cette question qui est posée 2 fois. A priori, donc c'est un peu à la marge, mais si une entreprise ne veut pas conserver le télétravail de l'entreprise, donc là, ils y étaient contraints du fait de la crise sanitaire, est-ce qu'il y a un levier pour les organisations syndicales ou les élus du CSE pour essayer d'obtenir au moins une ouverture de négociation sur ce sujet, ou voilà. Parce qu'on voit quand même que les salariés ont plutôt envie que le télétravail se déploie. C'était déjà le cas avant la crise, mais là, à mon avis, ça a renforcé la chose. Donc, est-ce que là-dessus, tu as un peu de feedback ou des conseils sur ce type de situation? L'employeur ne veut pas mettre le télétravail par voie d'accord, ou il ne veut pas du tout, ou il veut pas du tout? Non, a priori, ce qu'on m'a écrit, c'est que l'employeur ne veut pas du tout mettre en place le télétravail. En gros, il attend la fin de la crise sanitaire pour ça, on ne peut pas lui imposer, hein, c'est le double volontariat. Donc, le salarié doit être volontaire, mais il faut aussi que l'employeur soit volontaire. Si l'employeur n'est pas volontaire, il ne mettra pas en place le télétravail, sachant qu'en plus, l'employeur il a une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que même quand vous avez une personne qui est en télétravail, l'employeur doit faire en sorte que le télétravailleur ne se blesse pas. Si jamais le télétravailleur se blesse à son domicile et que l'employeur n'a pas vérifié que le domicile était sécurisé, l'employeur il a un risque, c'est que derrière il va être condamné pour faute inexcusable. Donc on peut imaginer qu'il y ait des employeurs qui disent moi je ne souhaite pas que pour X raisons, soit risque psychosocial très fort, soit risque d'addiction, soit il y a un risque parce que la personne elle est toute seule chez elle, etc. et elle est isolée et donc j'ai peur qu'elle elle déprime, etc. Donc moi, de par mon obligation de sécurité de résultat en tant qu'employeur, je ne souhaite pas que le télétravail soit mis en place. Et ça, on ne pourra pas lui imposer, puisqu'il a cette obligation de sécurité de résultat. Donc moi, ce que je vois, parce que là, on a pris un petit peu de retard. Il me semble que c'était ton propos de conclusion, si je ne me trompe pas, Grégory. Oui, en fait, l'idée, donc, c'est n'hésitez pas à vous former, puisqu'on a mis aussi en place une formation donc, sur le télétravail. Donc, n'hésitez pas. Il y a une journée consacrée. Donc, vous pouvez aller sur le site donc d'Apex ISAST, et puis donc vous allez dans la partie formation. Et donc, on a mis en place une formation où là, on va vraiment regarder le télétravail de A à Z. Et donc, tout ce dont on vient de se parler là en 1 heure, c'est un tout petit morceau. Donc, on va vraiment voir le télétravail dans toutes ses dimensions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on a aussi l'essentiel qui va sortir. Donc, on a rédigé aussi donc un document qui s'appelle l'essentiel, qui est téléchargeable sur notre site. Et donc, vous pouvez aussi retrouver tous les éléments dont on vient de parler dans cet essentiel.
Et puis, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par les experts, par nos experts. Vous avez Mathilde qui vous a parlé aussi à travers donc, ce webinaire de son métier. Donc, mes collègues d'ISAST sont amenés à faire ce genre d'expertise. Et puis, vous avez aussi les collègues d'Apex qui sont aussi amenés à faire des expertises. Alors là, plutôt des expertises sur tous les aspects en fait, qui vont être financiers, économiques, notamment quand vous allez avoir les 3 consultations obligatoires du CSE, donc que ce soit les orientations stratégiques, que ce soit la politique sociale ou la situation économique et financière, tout ça en fait, vous avez la possibilité dans ce cadre-là de pouvoir missionner des experts. Donc mes collègues d'Apex peuvent intervenir dans ce cadre-là, et puis mes collègues d'ISAST peuvent intervenir sur un projet important qui va modifier les conditions de travail. Le télétravail en est un, donc c'est une possibilité, et puis aussi sur un danger grave. Si vous avez un danger grave, même possibilité aussi de vous faire accompagner. Donc, vous avez identifié ce danger grave, possibilité aussi de vous faire accompagner par mes collègues d'ISAST. Alors, Grégory, là, on n'a pas pu, il y a énormément de questions, donc je voulais rassurer les participants en leur disant que on va les prendre et on aura ces questions et on va leur répondre individuellement après ce live webinar. Bien évidemment, ce qu'on peut voir, c'est que c'est complexe. Il y a des vrais enjeux stratégiques en termes entre la négociation via les OS, la consultation éventuelle du CSE. Il y a des sujets qui sont très vastes parce qu'il y a les salariés qui veulent aller vers plus de télétravail, mais tous les sujets connexes comme les indemnisations, la communication avec les organismes syndicaux et les CSE. Et là, on voit clairement qu'il faut bien maîtriser l'ensemble de ces aspects pour pouvoir sortir par le haut de sujets. Donc, vous allez recevoir dans les jours cette semaine, pour tous les participants, vous allez recevoir l'essentiel en prime time, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore sorti, donc vous serez les premiers à recevoir. C'est Mathilde et Grégory qui ont travaillé. Donc, il y a des questions qui ont été posées et qui sont bien reprécisées sur le caractère de l'ANI, le caractère légal, tous les éléments qui ont été donnés. Et comme l'a dit Grégory, il y a aussi une formation qui leur permet d'aller plus loin et de répondre à plus de questions. Et surtout, vous avez des vrais enjeux. Parfois, il faut avoir une expertise plus poussée pour vous permettre d'annoncer et de sortir gagnant de ces négociations, sachant que les salariés sont quand même très en attente et vous avez un enjeu sur ce sujet. Donc là, on va mettre fin à ce live webinaire. Vous avez été très nombreux et on va, dans les jours qui viennent, répondre aux questions parfois plus individuelles ou un peu plus techniques auxquelles on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre. Vous pouvez nous suivre sur le site et vous retrouverez tous ces éléments et ça nous a aussi donné des idées. Il y a beaucoup d'actualités, d'articles qui sont écrits par les experts Apex ISAST et je pense que Grégory et Mathilde, dans les questions, j'ai vu des idées d'articles un peu de fond puisqu'il y a des questions pertinentes qu'on n'a malheureusement pas pu aborder aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie les participants et toutes les personnes connectées qui ont été très actives et ont posé des questions très pertinentes. Donc, à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le site. Au revoir.